François Truffaut, quel âge aviez-vous quand vous avez vu pour la première fois La Talente? Oh, probablement 16 ans, 17 ans. Donc vous aviez l'âge qu'ont les élèves qui verront cette émission. Absolument. Oui, oui, c'est vrai. Oui, oui, c'était une grande surprise parce que je n'avais pas lu beaucoup de livres sur le cinéma. J'avais fait confiance à un programme de ciné-club, le ciné-club de la Chambre Noire. Et on disait programme Jean Vigo. Je sais pas, je suis allé de confiance parce que je fréquentais le ciné-club depuis quelques semaines. Et je crois que nous avons vu à la même séance Zéro de conduite et La Talente. C'était stupéfiant. Stupéfiant pour moi qui avais vu des films depuis 5 ou 6 ans. D'abord les films français pendant l'occupation, puis les films américains à la Libération, les films américains nouveaux et les films américains d'avant-guerre qui ressortaient. Et j'avais commencé par admirer surtout les films français, puis après surtout les films américains. Dans les plus importants, était quand même Citizen Kane, par exemple. Après la Libération, c'était le cinéma d'Orson Welles. Et là, je découvrais une chose absolument incroyable, nouvelle et bouleversante, je dois dire. Vraiment, j'ai ressenti une impression très très forte, sans me préoccuper tellement des années. Euh, j'ai dû après chercher, je ne me rappelle pas comment j'ai procédé, j'ai dû chercher de la documentation, me renseigner, mais c'était vraiment un très grand choc, oui. Je crois parce on est sensible à la réalité, il n'y a pas d'âge pour ça. Au contraire, je crois que dans les années de jeunesse, on a un sens plus aigu de la réalité, je le crois. Je m'en suis aperçu plus tard en travaillant par exemple avec des enfants dans des films. Et les acteurs enfants ont un plus grand souci de réalité que les acteurs adultes. Donc je crois que c'est pareil pour le spectateur. La Talente que nous venons de voir s'inscrit dans une série qui s'appelle Connaissance du cinéma et dans laquelle nous avons pu voir Tony de Jean Renoir, Paysa de Rossellini et nous verrons un film de Mizoguchi, Tabou de Murnau, tout cela sous le patronage, si l'on peut dire, de Lumière. Est-ce que vous pensez que Vigo peut s'inscrire dans cette tendance lumière du cinéma? Oui, j'aurais pas tellement d'idées là-dessus, mais enfin, je crois que oui, forcément. Enfin, tout le monde se réclame de la réalité, tout le monde veut atteindre une certaine vérité, une certaine réalité. Il est certain que Vigo l'a atteint plus que les autres, plus crûment, en tout cas en ce qui concerne par exemple la réalité charnelle, qui n'a jamais été poussée aussi loin que chez lui. Et alors même ce film, qui a maintenant 35 ans d'âge, n'a pas été dépassé sur le plan de je ne sais pas, de la réalité de la peau, par exemple. Enfin, de la réalité charnelle, physique, certainement. Oui, c'est cela qui fait pour vous un des grands mérites de Vigo. C'est un grand mérite parce que c'est presque comme un secret, c'est-à-dire qu'on ne sait pas comment ça vient, ça ne s'apprend pas. Et c'est aussi évidemment ce qui frappe quand on voit ce programme Lumière qui a été retrouvé récemment et que Henri Langlois a pu reconstituer, dont il fait un programme une heure sans histoire, où on voit simplement des gens passer en bicyclette ou faire leur marché. On est étonné, on a l'impression que le secret s'est perdu, qu'entre-temps, qu'au fur et à mesure que le cinéma s'est raffiné, il a perdu un espèce de contact avec la réalité. Et on le retrouve ça de temps en temps, justement, chez les cinéastes que vous avez cités. On le retrouve dans Tony, on le retrouve dans La Talente. Oui, en somme, ce mérite de Vigo est en même temps un mérite essentiel du cinéma. Oui, c'est un très grand mérite, surtout. Ah oui, 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 oui. Enfin, aussi par rapport à si on le replace dans son époque et même en dehors de son époque, puisque au moment de La Talente, au fond, je crois que le cinéma français, enfin en dehors de Renoir, était vraiment dans les nuages. Enfin, était vraiment. Alors il y avait un cinéma dit commercial qui était, je crois, très faible et qui était vraiment un sous-produit probablement de la littérature et du théâtre, surtout au moment de cette invention du parlant. Il y avait une avant-garde qui finissait, je crois, oui, qui se terminait et qui était elle-même en dehors du cinéma. Vigo a peut-être été le premier cinéaste d'avant-garde professionnel. À vrai dire, il a été le seul parce que pendant longtemps, l'avant-garde au cinéma, c'était simplement la manifestation de curiosité pour quelques mois d'un peintre ou de quelqu'un qui, à la faveur du mécénat, s'amusait à faire un film, ou comme Cocteau, qui était quand même d'abord un écrivain faisant de son un poète, tandis que Vigo, je crois, a été le premier cinéaste d'avant-garde professionnel, un peu comme Godard maintenant, par exemple, puisqu'entre-temps, je crois que c'est une chose qui avait disparu d'ailleurs, cette idée d'avant-gardisme à l'intérieur de la profession. De sorte qu'il y aurait une communauté d'esprit entre Vigo et les cinéastes les plus récents.
Je crois, oui. En fait, l'influence. Vigo aurait dû avoir une grande influence sur le reste du cinéma, qui n'a pas eu probablement parce qu'il est mort très jeune et que les films, les deux longs métrages Héros de conduite, enfin, a été interdit par la censure pendant plus d'une vingtaine d'années, et La Talente n'a eu aucun succès, et pratiquement a été mis dans les tiroirs. Si Vigo avait continué, je pense qu'il aurait eu forcément une influence sur le cinéma, comme Renoir a eu une influence sur Duvivier, enfin, ou sur les gens autour de lui. Et ça n'a pas eu lieu, et je crois que finalement, le cinéma de Vigo, bah, oui, on peut dire qu'il s'est réveillé en 1959 avec la Nouvelle Vague, parce que c'est ce qui est le plus proche, ça, je crois, oui, oui, oui. Moi, je crois que le fils de La Talente, c'est à bout de souffle, ça, vraiment, je crois qu'entre les deux, il y a eu un cinéma souvent vivant et intéressant, mais qui n'était plus le même. Oui, vous voulez dire à cause de ce mélange précisément qu'on retrouve chez Godard, disons, de la réalité et de la poésie. Oui, et aussi de journal intime, et aussi d'intimité. Par exemple, il y a tout un aspect de La Talente. On est souvent distrait par le matériel extérieur. On se dit, oui, La Talente, c'est une histoire de péniche, avec la nuit, des nuages et des fumées, des choses à contre-jour. Mais on oublie aussi que c'est un des rares films sur le couple, et sur un couple jeune, c'est-à-dire sur la difficulté des premiers mois de mariage, par exemple. Pour moi, ça en fait quelque chose d'assez unique, ne serait-ce qu'à cause de ça. Et ce sujet n'avait pas été traité par d'autres cinéastes. J'ai l'impression que non. On le compare souvent à un film muet, à L'Aurore de Murnau. Il semble bien qu'il n'y ait pas tellement de films sur ce sujet-là dans l'histoire du cinéma. Oui, moi je verrais, avec l'horreur, je serais plutôt frappé par les différences, parce que quand même l'horreur est un produit complètement contrôlé, dominé. C'est un film où même la nature est reconstituée en studio, où on ne profite pas de la réalité, tandis que dans La Talente, eh bien, il y avait la neige. Vigo a improvisé une scène de chômage où Dita Parlo fait la queue devant une usine. La scène était prise par les glaces, la péniche ne pouvait pas avancer. Il a fait une scène entièrement en contre-jour, c'est-à-dire qu'il a improvisé, il se pliait tout le temps en circonstances. Et ce cinéma-là, quand même, ce cinéma d'improvisation et même de débrouillardise, c'est quand même le contraire le contraire de l'aurore, oui. Si j'ai cité Murnau, c'est précisément parce que nous verrons Tabou. Mais il me semble que chez Vigo, il y a à la fois un côté, disons, expressionniste, c'est-à-dire une stylisation du geste assez poussée, et d'autre part, une recherche de la réalité, que d'ailleurs on trouve aussi, d'une certaine façon, dans Murnau et dans Tabou en particulier. Oui, certainement, parce qu'il devait être une personnalité double. On se demande, évidemment, on est très, on est très curieux de savoir vers quoi il serait allé. C'est-à-dire, est-ce qu'il aurait développé la tendance réaliste ou bien est-ce qu'il allait vers l'esthétisme? Ce n'est pas impossible. Peut-être qu'il serait devenu quelqu'un d'extrêmement raffiné. Il serait peut-être allé du côté de Senzo ou du côté du Carrosse d'Or, ou alors, au contraire, il se serait débarrassé de toute une tendance très très esthétique et il serait devenu plus cru, c'est-à-dire il serait allé davantage du côté de Tony. Ça, on ne peut pas savoir, mais là, évidemment, on a constamment les deux en contrepoint. Il y a un point de comparaison avec Renoir. C'est par exemple le personnage de Michel Simon que nous trouvons dans Boudu sauvé des eaux. C'est ça, et Boudu qui est antérieur. Enfin, je crois qu'il y a une influence, oui. C'est absolument certain. Il y a forcément une influence de Boudu. Je ne sais pas, dans Boudu, il y a une scène justement où on reproche à Michel Simon d'avoir la barbe hirsute mal taillée. Il revient, il va chez le coiffeur, il revient avec la barbe taillée de travers. Et là, on a une histoire avec le tondeur de chien. Enfin, je crois qu'il y a forcément une influence, que Vigo avait dû être frappé par Boudu, certainement. Oui, ce film est juste entre Boudu et La Chienne. C'est entre les deux grandes autres créations de Michel Simon. Mais alors, est-ce que le personnage de Simon est plus vrai, plus réaliste, si on peut dire, chez Renoir ou chez Vigo? Non, il est à peu près... Oh, je crois qu'il est équivalent à celui de Boudu. En fait, La Talente, c'est une commande. C'est un scénario qui existait, qui a été remanié. Et c'est très curieux parce qu'on voit comment... Je ne pense pas qu'il serait parti, que partant de zéro, c'est-à-dire partant ayant carte blanche pour faire un long métrage, il aurait fait La Talente, il l'aurait écrit comme ça. La Talente s'explique assez bien si on sait que c'est un scénario qui existait et qu'il a corrigé. Alors par exemple, ce personnage du Père Jules devait être un personnage simplement pittoresque sur le scénario. Il devait être très superficiel dans le pittoresque. Or, c'est pas que Vigo a lutté contre le pittoresque, il en a plutôt rajouté, simplement, c'est devenu... On oublie que c'est du pittoresque, c'est devenu vraiment de la vraie poésie violente.
Il devait y avoir, je ne sais pas, il devait y avoir ses colères, il devait y avoir le côté rouspéteur, mais il ne devait pas y avoir la main coupée dans le bocal, il ne devait pas y avoir le phono qui marche avec le doigt, et voilà. Michel Simon a dit qu'il avait beaucoup improvisé dans ce film, mais en même temps nous frappe le côté très, très voulu du jeu, me semble-t-il. Oui, 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 l'un n'exclut pas l'autre, certainement. Il y avait une très grande part d'improvisation, de complicité entre les deux, toujours dans la mesure où ni l'un ni l'autre n'était content probablement du scénario de départ de cette commande qu'il fallait sauver aussi, qu'il fallait enrichir. Et évidemment, là, on a assez bien l'image du style de Vigo, puisque Michel Simon est très acteur. C'est pas quand même l'équivalent de quelqu'un qu'on prend dans la rue, comme dans le cas du néoréalisme, comme dans le cas de Paisa. Il est très acteur et en même temps, pourtant, il y a un très grand réalisme, peut-être parce que c'était aussi un acteur qui travaillait sur une base d'observation. Par exemple, dans le film, il répète très souvent les phrases deux fois. Alors je crois qu'il y a plusieurs idées là. Il répète les phrases deux fois parce que à cette époque, le son réel, il n'était pas question de post-synchronisation, le son réel enregistré dans des conditions difficiles n'était pas toujours audible. En même temps, il y avait son accent, sa barbe, et je crois aussi qu'il se souvenait d'un personnage dont le comique venait de la répétition des phrases. Alors, je sais plus quelle phrase, mais enfin, il dit toujours presque chaque phrase deux fois, comme il l'a fait aussi dans Boudu. Mais en ce qui concerne les gestes également, on a l'impression d'une direction extrêmement précise imprimée par Vigo à ses interprètes. Oui, parce qu'ils sont toujours exagérés, mais ils ne sont pas exagérés par maladresse, ils sont exagérés par style un peu comme... Et ça me ferait penser à une autre influence peut-être de Vigo, c'est l'influence qu'il aurait exercée sur un cinéaste comme Fellini. Je crois que chez les deux, il y a le goût de la caricature, certainement. Du trait grossi et qui est révélateur, oui, ça je crois. Et dans un film comme 8 et demi, ce personnage de cette énorme femme qu'on trouve sur la plage, enfin qui était un souvenir d'enfance, la Saragina, c'est une chose qui est très proche de Vigo. De même que le schéma de la Talente, le couple, un moment menacé par un autre personnage, là je ne pense pas à Michel Simon, mais je pense au Gilles Margaritis dans la scène de l'auberge, là, aujourd'hui dans la Talente, eh bien je crois que ça, on retrouve là le triangle de la Strada, enfin le ménage c'était un ménage quoi de forains, Anthony Quinn et Gelsomina, Giulietta Massina, et qui était troublé à un moment par la fantaisie qu'amenait un personnage de l'extérieur qui était également très sautillant, on est très proche à ce moment-là. On caractérise souvent Vigo par le goût de l'insolite, du bizarre, de l'étrange. Est-ce que c'est ainsi que vous le voyez, vous? Oui, 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 et qui est une chose, je trouve, en général dangereuse au cinéma. Enfin, si elle n'est pas fortement compensée, parce qu'elle peut donner des œuvres qui ne tiennent pas debout, où tout est possible, où on est dans de l'irréalité au bout de 10 minutes. Comme je crois que cette mésaventure est arrivée justement à Fellini avec le film qui est venu après, 8 et demi, avec Giulietta et les esprits, ou bien avec certains films fantastiques français comme La Nuit fantastique, justement. Enfin, quand il n'y a plus de repères avec la réalité, je crois que on entre dans une impasse là. Et il est certain que Vigo a des élans vers ce fantastique absolu, mais il retombe tout le temps sur ses pieds parce que l'idée de quotidienneté, enfin l'idée de manger, de s'habiller, d'être dans des endroits vrais, à faire des choses vraies, à dire des choses vraies, est là quand même tout le temps derrière. Oui, de sorte que Vigo est aussi un cinéaste du quotidien, mais pas tout à fait au même titre que Renoir, Rossellini, par exemple, ou Lumière. Mais le bizarre est toujours lié à la vie de tous les jours. Oui, il est lié à la vie de tous les jours. Quand il s'envole, le moment dans la Talente, évidemment, où on le sentirait, si on voyait... Moi, je connais tellement des films comme ça, je les connais par cœur, mais j'essaie tout le temps de penser à ce que je ressentirais si je voyais pour la première fois. Si je voyais la Talente pour la première fois, je serais certainement émerveillé de scène en scène, mais j'aurais très peur pour le film au moment où on entre dans cette auberge, enfin le moment où Margaritis dévale la pente avec son vélo. Je sais que j'aurais peur pour le film maintenant, en le voyant maintenant, je me dirais, ah ben voilà, le film va peut-être s'écrouler, il est en grand danger. Et il y a d'ailleurs sûrement eu des choses bizarres avec le montage, enfin je ne pense pas que ce que nous voyons sur l'écran était absolument concerté à ce moment-là, parce que même l'ordre des plans est étrange. À partir de là, l'écriteau sur la porte,
on entre dans cette taverne au moment où elle semble se vider, que les gens en sortent, et pourtant dans la scène qui suivra à l'intérieur, on retrouve beaucoup de gens, et seulement il y a quand même une qualité de détail formidable. Ce serait le petit discours que fait le camelot, justement, à la jeune femme, la violence du patron qui veut le chasser, tout ça, ça sauve, et puis le film reprend, après repart sur ses rails. Mais ça sauve de quel danger? Vous voulez peut-être dire du danger de littérature? Oui, du danger de l'excès de... Je pense à la phrase de Mac Jacob, et le voyageur tomba frappé par le pittoresque. Voilà. Oui, il y a toujours un moment où le pittoresque, quand il est justement frappant, eh bien, tue l'art, enfin, plus rien n'existe. C'est ce qu'on pourrait reprocher à certains des disciples actuels de Vigo, cet amour exclusif du pittoresque. C'est possible, oui, oui, c'est possible, c'est le danger en tout cas. Mais en somme, vous ne voyez pas d'influence littéraire. Enfin, on a souvent rapproché Vigo des surréalistes, par exemple. Oui, de tout, on peut le rapprocher. Oh, on peut le rapprocher aussi de Jarry, on peut le rapprocher de Rimbaud, de Radiguet. Voilà, la comparaison avec Radiguet me séduisait davantage parce qu'on avait, avec Radiguet, on avait Le Diable au corps, qui est une première œuvre complètement autobiographique, comme Zéro de conduite est autobiographique, et le second qui est au contraire un effort pour partir sur des choses qu'on ne connaît pas. Et c'est le bal du comte d'Orgel pour Radiguet, c'est la Talente pour Vigo, c'est-à-dire une commande, le bal du comte d'Orgel, c'était une commande au fond que Cocteau avait faite à Radiguet, il lui avait dit, et Radiguet disait à ce moment-là, il faut tourner le dos à l'avant-garde et faire autre chose. Et dans cette mesure-là, je trouve qu'il y avait une progression très nette entre Zéro de conduite et la Talente, même si beaucoup de gens préfèrent Zéro de conduite comme étant plus personnel. Ce qui rapprocherait Vigo des surréalistes plutôt que de Radiguet, à mon avis, c'est que Vigo est un poète, alors que Radiguet est davantage un romancier. Oh oui, mais c'est un romancier complètement poétique, parce que Le Diable au corps est fait, je sais pas moi, de 150 images de comparaisons qui sont absolument des comparaisons poétiques. Mais... Comme le premier baiser des amants comparé à l'aimant et à un aimant avec la limaille de fer et des choses comme ça, oui. Oui, mais Vigo, lui aussi, s'intéresse très peu. C'est de la prose poétique dans les deux cas. Dans les deux cas, ça. Vigo s'intéresse assez peu à son histoire, à l'histoire qu'il raconte. Je suis pas sûr. Vous n'êtes pas sûr? Non. Dans la Talente, vous pensez qu'il ne s'intéresse pas à l'histoire? Il s'intéresse aux personnages qui sont, en fin de compte, assez... Moi, je trouve que le sujet est traité, la Talente. Enfin, ça dépend quel est le sujet de la Talente, je ne sais pas, évidemment. Est-ce que c'est une péniche? Non, je ne crois pas. Le sujet, moi, je considère que c'est la difficulté pour un couple de s'adapter à une vie qui est nouvelle pour eux deux. Voilà. Pour elle, qui était une paysanne et qui doit maintenant vivre dans un endroit extrêmement renfermé, avec ses voyages et avec... cette vie itinérante et ingrate, et puis pour lui de s'adapter au mariage parce il avait un esprit vieux garçon avec voilà. Mais de sorte que pour vous, alors la Talente, c'est un bon scénario. Pour moi, c'est une bonne histoire, oui. C'est même une bonne histoire, oui. Oui.